l'Assemblée nationale. Un appel du président aux Français pour qu'ils se serrent les coudes et qu'ils donnent un coup de rein en Lorraine. Et puis Yves Montand, 60 ans aujourd'hui, grande rentrée à l'Olympia. Mesdames, Messieurs, bonsoir. François Mitterrand recevra vendredi les responsables des 4 grands partis politiques, Lionel Jospin, Georges Marchais, Jacques Chirac et Jean Le Canuet. Nous serons alors à quelques jours de la conférence de Cancun au Mexique sur la coopération et le développement. Le chef de l'État avait fait de même en juillet dernier avant le sommet d'Ottawa et fin mai au lendemain de son installation à l'Élysée. François Mitterrand qui dans quelques minutes sera de retour à Paris après 2 jours de voyage officiel en Lorraine. Nous aurons alors le compte-rendu de nos envoyés spéciaux sur ce voyage. Il verra alors son Premier ministre, Pierre Mauroy, qui pour l'heure est dans les nationalisations jusqu'au cou. Il a ouvert le débat tout à l'heure au Palais Bourbon. Les discussions vont durer 8 jours. Discussions âpres. Près de 800 amendements ont été déposés par les députés. Jean-Louis Le Seyne a suivi tout le débat cet après-midi. Un projet de loi de 29 pages signé Pierre Mauroy, un rapport de 597 pages présenté par la commission spéciale de l'Assemblée, avec un rapporteur, Michel Charza, qui avait assurément la vedette aujourd'hui, et dans une Assemblée un peu plus animée qu'hier. Les nationalisations, visiblement, ça intéresse. Les nationalisations de 1981 ne peuvent être dissociées d'une volonté de redressement national. Il s'agit d'entraîner tous et toutes dans l'œuvre de redressement national, ouvriers, employés, cadres, patrons du secteur privé, comme les autres. Deuxième acteur de cet après-midi parlementaire, le Premier ministre lui-même. Pour justifier son projet, il a fait référence au général de Gaulle et même à d'autres personnalités. La position du capitalisme rigide, qui défend le droit exclusif de la propriété privée des moyens de production comme un dogme intangible de la vie économique, demeure inacceptable. Ce n'est pas le gouvernement qui avance ce jugement, c'est le pape Jean-Paul II, dans l'encyclique sur le travail humain qu'il vient de publier. Ceux qui nous accusent d'archaïsme devraient prendre la peine d'interroger les ouvrières et les ouvriers de France. Eux savent que les nationalisations constituent une forme de libération. Ils savent qu'elles permettent d'assurer la primauté de l'homme sur la machine. Restait à l'opposition la faculté de s'attaquer à ce qui représente pour elle l'anticonstitutionnalité du projet Mauroy. Elle l'a fait par la voix de Jean Foyer, plus professeur de droit et plus gaulliste que jamais. Votre projet relève d'une pensée qui n'a plus rien à voir avec celle de la libération, et je vous en supplie, n'allez pas faire du général de Gaulle l'inspirateur posthume du défunt programme commun. Vos nationalisations sont l'expression législative de votre mythologie. Elles sont des opérations à finalité essentiellement politique. L'irrecevabilité proposée par M. Foyer sera sans aucun doute rejetée, comme sera rejetée la question préalable qui suivra. Commencera alors pour les députés le débat proprement dit, avec près de 800 amendements, du travail pour plus d'une semaine. Au cours de ce débat, le Premier ministre a annoncé que la branche média du groupe Matra resterait au secteur privé. La branche média, c'est-à-dire le groupe Hachette, Europe 1, l'hebdomadaire Le Point et les dernières nouvelles d'Alsace. L'État, donc, n'aura pas de contrôle sur ses moyens de communication. La carte d'identité de ce nouveau groupe nationalisé par Pierre Maritiaville. Matra fabrique des satellites, de l'électronique, des systèmes de communication de toutes sortes, des automobiles et surtout de l'armement. Ce secteur armement, et Pierre Mauroy l'a encore répété cet après-midi à l'Assemblée nationale, était visé au premier chef par la nationalisation. Et d'abord parce qu'il vit surtout des commandes publiques. Mais nationaliser l'armement seul, source de profits qui nourrissent les autres secteurs et la recherche, c'était prendre le risque d'un démantèlement ou même d'un effondrement du reste du groupe. Il fallait maintenir l'unité industrielle, autrement dit, il fallait nationaliser tout ou rien. Ce sera tout ou presque. L'État, par échange d'actions, puis par augmentation de capital, parviendra à 51%, donc au contrôle. Mais on s'est aperçu en chemin que nationaliser tout Matra, c'était aussi nationaliser les médias dont Matra s'est rendu maître ces dernières années. Côté radio, Europe 1, dont Matra possède 16%, n'a pas vocation à devenir une radio d'État.
Côté édition et presse, on trouve les dernières nouvelles d'Alsace et surtout l'Empire Hachette. Près de 7 milliards de chiffre d'affaires, des millions de publications et un puissant hebdomadaire, Le Point. La mainmise sur tous ces moyens d'édition ou d'information ne correspondait ni à l'esprit des nationalisations, ni aux promesses du gouvernement. Ils seront donc laissés de côté. Avant même que n'aient lieu les modifications de capital qui placeront Matra sous le contrôle de l'État, Europe 1 et Hachette seront cédés à une société privée ad hoc, dans laquelle on retrouvera très probablement les deux piliers du Matra actuel, Sylvain Floirat et le PDG Jean-Luc Lagardère. Reste maintenant à savoir qui dirigera le groupe Matra lorsqu'il sera public et amputé de ses médias. Jean-Luc Lagardère toujours, ou bien un émissaire du gouvernement, au moins autant que les 51% dans le capital. C'est cette décision-là qui permettra de mesurer le contrôle effectif de l'État sur Matra. Comme prévu maintenant, la fin du voyage en Lorraine du président Mitterrand, temps fort de cette première visite en province, le discours de Longwy, un appel à la solidarité et un refus de la fatalité. Nous rejoignons notre envoyé spécial Bernard Pradino. Reçu avec beaucoup de chaleur à Longwy, en plein bassin de Lorraine touché par la crise, M. Mitterrand refuse dans son discours la fatalité du chômage. La crise est l'affaire de tous. La bataille prioritaire est celle de l'emploi. Nous allons gagner cette guerre économique, dit-il, grâce aux nationalisations, à la décentralisation. Les responsables des régions, c'est vous et vous êtes majeurs. Grâce à tous, en fait, il faut se serrer les coudes pour réussir le changement. Il faut faire un effort. Et j'en appelle à l'effort de tous. Rien ne se fera sans cette capacité d'un peuple à se mobiliser. L'effort, c'est dur, mais il n'est pas normal non plus qu'à travers les générations, n'est-ce pas, Longwy, n'est-ce pas, la Lorraine, ce soit toujours les mêmes classes sociales qui fait l'essentiel de cet effort pour ne récolter que la plus petite part du produit national. L'espoir, c'est aussi une façon d'aborder l'avenir. Que ceux qui doutaient, il y a peu de temps encore, rejoignent son camp, le camp de l'espoir, le nôtre. Et j'entends rassembler l'ensemble des Français, nul n'est exclu, dès lors qu'ils prêtent la main à la renaissance nationale, où qu'ils soient, quelque dépit qu'il ait de l'évolution politique, ou quelque joie qu'il en éprouve, tous sont appelés à se rassembler pour faire de la France le grand pays moderne et fort et uni qui abordera dans de meilleures conditions la fin de ce siècle et l'autre qui suivra. Tout au long de cette journée, 6 étapes, plusieurs rencontres, le président insistera sur un point. La France doit refuser le déclin, elle doit être à la pointe des nations industrielles. Aux responsables de la sidérurgie, il expliquera qu'il compte bien tenir ses promesses, que la sidérurgie sera restructurée pour être compétitive grâce au développement de la recherche afin de moderniser une industrie qui en a besoin. Les travailleurs, dit-il ailleurs, deviendront des citoyens à part entière dans l'entreprise, où ils passent le plus clair de leur temps. Au cours de ce voyage, où il a beaucoup été question d'effort et d'unité, le président de la République a également écouté l'opposition et ses élus. Il est normal, dit-il, de maintenir le dialogue républicain. Il est de l'intérêt de tous que la France se porte mieux. Alors oui, c'est évidemment un symbole. C'est là qu'en décembre 1978 s'est engagée une épreuve de force entre le gouvernement de l'époque et les syndicats. La restructuration de la sidérurgie lorraine passait par l'abandon de quelques 15 000 emplois. Nombreux, environ 4 000, furent alors les sidérurgistes à accepter un départ volontaire après avoir reçu, ce qui était une innovation alors, une prime de 50 000 francs. 2-3 ans après, qu'en ont-ils fait? Le reportage de Christian-Marie Monod. C'est parce qu'ils voulaient vivre au pays qu'ils ont préféré quitter la sidérurgie. En 1979, la partie leur semblait perdue. Près de 4 000 sont partis volontairement avec une prime de 50 000 francs. Une grande majorité est restée dans le pays avec des réussites diverses. À une centaine de mètres du crassier, Patrice, un ancien militant, a pris en gérance ce café. Pourtant, en 1979, au cours des événements, vous étiez en première ligne, m'a-t-on dit. Oui, enfin, comme tous les collègues.
tout le monde se battait pour son emploi, ce qui est tout à fait normal. Vous avez senti que la partie était perdue? Oui, en dernier, on voyait bien que d'un côté comme d'un autre, ça lâchait dans tous les bords. Le gouvernement, le patronat, personne. Alors bon, autant partir. Le fait que vous soyez parti vis-à-vis de vos collègues, certains n'ont pas trouvé que c'était une désertion? Non, enfin moi, à mon avis, non. Je n'ai pas ressenti ça comme ça, quoi. Vous estimez que c'était une nouvelle phase dans votre vie? Pour moi, oui. Bon, après, je me suis dit, pourquoi pas essayer, on verra bien, de toute façon. Et si c'était à refaire, vous le referiez? Oui, bien sûr. Vous ne regrettez pas l'outil de travail, l'ambiance? J'ai perdu une ambiance, une certaine ambiance. Oui, c'est pas la même chose qu'ici au café, mais bon, j'en ai retrouvé une autre, puis j'ai eu consolation, je travaille avec ma femme. Ça, c'est déjà un bon point, que de faire les tournées, on se voyait une fois tous les 15 du mois. Mais tous n'ont pas eu cette chance. Beaucoup se sont retrouvés au chômage, mais aucun n'a souhaité nous parler. D'autres qui ont retrouvé du travail regrettent quelquefois leur décision. Pour quelle raison vous êtes parti avec les 50 000 francs? J'allais me marier, puis j'avais besoin d'argent, alors j'en ai profité. Et vous avez retrouvé du travail facilement? Ouais, j'ai retrouvé du boulot après. Vous ne regrettez pas d'être parti? Oui. Ouais, je regrette. Vous regrettez l'ambiance de l'usine, les collègues c'est ou plus pareil, c'est plus la même ambiance, quoi. Et si c'était à refaire, vous le referiez? Non. Non. D'autres licenciements sont prévus, d'autres départs volontaires proposés. Et la prime risque une fois encore de séduire. Renaud, c'est finalement après-demain qu'aura lieu la journée d'action décidée par l'intersyndicale afin d'appuyer les revendications des ouvriers en grève à Billancourt. Journée d'action sur l'ensemble des usines, mais qui ne va pas jusqu'à la grève générale. Elle pourra prendre la forme d'un arrêt de travail d'environ 2 heures, lorsque les conditions le permettent, disent la CGT, la CFDT, Force ouvrière et la CFTC. Georges Marchais souhaite que le gouvernement prenne dans cette affaire une position qui permette de résoudre rapidement le conflit de l'usine Renault-Billancourt. Quelques télégrammes maintenant. La CFDT appelle à des actions nationales dans les banques ce même jour, donc jeudi. Il faut savoir aussi qu'un accord a été conclu sur la réduction du temps de travail à la sécurité sociale, plus précisément dans l'assurance chômage. Qu'un petit déjeuner polonais est prévu pour Pierre Mauroy mardi prochain. Il recevra à l'hôtel Matignon Lech Walesa, le président de Solidarité, pour qui ce sera la première rencontre avec un chef de gouvernement occidental. Son voyage, vous le voyez donc, dépasse largement le cadre purement syndical prévu à l'origine. Demain, Michel Rocard, ministre du Plan, présentera devant le Conseil des ministres une première communication sur le plan intérimaire de 2 ans. Michel Rocard qui, aujourd'hui, dialoguait avec une organisation de chefs d'entreprise, l'Éthique. Et enfin, un nouveau président pour le groupe RPR du Sénat, Charles Pasqua, qui remplace donc Marc Jacquet. Et puis pour tous les commentateurs politiques, une lecture prioritaire au petit déjeuner ou un peu avant. L'Humanité ce matin, sur 6 pages, le projet de résolution établi par la direction du PC pour le 24e congrès en février prochain. Alors, faut-il y voir, comme beaucoup le disent, une certaine autocritique, Noël Copin? Bien sans doute, mais la critique remonte si loin dans le passé que plutôt que d'une autocritique, il faudrait parler d'une critique des prédécesseurs. Pour le Parti communiste aujourd'hui, l'erreur historique de ce parti a été dans les années 50 de ne pas tenir assez compte de la réalité française et de ne pas s'écarter du modèle socialiste de l'Union soviétique. Et l'autre erreur a été de s'attarder trop longtemps sur un type d'union calqué sur l'union type Front populaire, ce qui a amené d'une part la signature du programme commun et d'autre part l'absence de candidats communistes à plusieurs élections présidentielles et ce qui a amené aussi un progrès du Parti socialiste aux dépens du Parti communiste. En revanche, pas de critiques sur la période récente. Quelques critiques, mais des critiques mineures, et ceux qui pensaient que le Parti communiste, s'interrogeant sur son recul électoral, s'interrogerait aussi sur sa part de responsabilité dans la rupture de la gauche et puis aussi sur le ton assez antisocialiste de la campagne de Georges Marchais, eh bien ceux-là resteront insatisfaits. Au contraire, la direction actuelle du Parti communiste a le mérite, d'après ce texte, d'avoir fait en 1976, lors du 22e congrès, ce qu'il eût fallu faire 20 ans plus tôt, c'est-à-dire définir un socialisme à la française, un socialisme démocratique. On peut donc considérer que Georges Marchais est conforté dans ses positions au sein de la direction du PC. Oui, mais si vous me permettez, je crois que malgré le relief que la personne de Georges Marchais a pris au cours de ces dernières années, et cette question peut être un peu secondaire, vous savez qu'au sein du Parti communiste, les décisions sont en principe des décisions collectives, que Georges Marchais a depuis 10 ans assumé et a même illustré des politiques qui ont été parfois bien différentes
différentes. C'est lui qui a d'ailleurs négocié le dernier virage à l'occasion des élections présidentielles. Mais je crois que ce qui est important au-delà de la question de personnes, c'est de voir que la ligne politique de la direction actuelle est confirmée et justifiée. Dernière question, Noël Coppin, le PC est toujours un parti au gouvernement, si ce n'est pas un parti de gouvernement. Eh bien oui, ce texte affirme une solidarité sans faille et considère la présence du ministre communiste comme un atout supplémentaire dans les luttes. Je crois qu'il faut souligner l'importance de cette phrase. Il n'est nullement fatal que la situation présente engage le pays dans une expérience sociale démocrate. Et face à ce risque de glissement vers une social-démocratie, le Parti communiste réaffirme un grand principe, celui de la lutte des classes, et parle d'un moyen, l'activité des masses. Mais je crois que ce texte se situe au-delà, si vous voulez, de l'expérience gouvernementale actuelle, que le Parti communiste entend se dégager une fois pour toutes de cadres trop stricts dans lesquels il s'était laissé enfermer dans le passé, et qu'il veut affirmer une double originalité, originalité par rapport à l'Union soviétique et originalité par rapport au Parti socialiste. La rentrée scolaire, jugée par la Fédération Schlerer, malgré de bonnes intentions, le bilan n'est pas du tout à la hauteur des promesses, dit cette fédération. À l'étranger maintenant, tout d'abord ce télégramme qui nous vient de Bonn. Le chancelier Schmitt ne va pas bien du tout. Il a été tout à l'heure muni d'un régulateur cardiaque. Ça s'est passé donc en fin d'après-midi à l'hôpital militaire de Koblenz au cours d'une légère intervention chirurgicale réalisée sous anesthésie locale. Le chancelier ouest-allemand devrait reprendre ses activités dans le courant de la semaine prochaine. Mais je crois que j'ai au téléphone Michel Meyer. Alors Michel, ça s'est passé rapidement à la surprise générale quand même, cette opération. C'est passé rapidement à la surprise générale, oui, mais on savait que Helmut Schmitt, sous des dehors robustes, a une santé fragile, et sa fameuse casquette de marin-pêcheur, vous la connaissez, il la porte moins par coquetterie que pour se protéger des refroidissements. Il en va de même d'ailleurs de sa manip prisée, c'est un ersatz cigarette à la menthe, auquel il a renoncé depuis une alerte cardiaque qui date du début de 80 déjà. Vous voyez, une grippe mal soignée en raison de son incapacité de travailler moins de 14 heures par jour avait provoqué à l'époque une infection du muscle cardiaque, alors traité aux corticoïdes, ce qui expliqua quelques problèmes de ligne d'ailleurs. Alors ça va changer donc son rythme de travail, j'imagine là. Allô ? Ça va changer son rythme de travail. Il va donc pas pouvoir reprendre le travail avant plusieurs jours et en tout cas pas de la même façon. On se dit qu'effectivement sur le plan médical il y a un problème, et s'il y a un problème sur le plan médical, il peut y en avoir également sur le plan politique. Et pour évoquer maintenant cette maladie, c'est dû apparemment au changement brusque de température avec les voyages de Latché, vous vous souvenez, au Caire et à Hambourg en moins de 3 jours, et il y aurait eu une nouvelle infection du muscle cardiaque, une rechute en quelque sorte, qui maintenant a nécessité l'installation, vous l'avez dit, d'un pacemaker. En outre, il ne peut être exclu non plus que le chancelier ait été tenté par un répit pour oublier, vous savez, les pacifistes et autres adversités d'un gouvernement qui a le dos au mur, et les médecins disent bien entendu aussi que toute maladie est un peu psychosomatique. Bien entendu, en tout cas un pacemaker qu'on appelle en français donc un régulateur cardiaque. Deuxième point d'attention dans le monde, le Caire évidemment, on y votait pour élire le successeur d'Anwar el-Sadat. Eh bien le scrutin vient de se clore sur l'élection sans surprise d'Hosni Moubarak. Sur place, en général, le président Sadat était, vous le savez, élu à 99%, environ 99% des suffrages. Je pense qu'aujourd'hui, pour M. Moubarak, ce sera la même chose. D'abord parce qu'il est l'héritier du président Sadat et que donc les gens auront confiance en lui comme ils avaient confiance en Sadat et veulent le soutenir a priori pour qu'il puisse perpétuer l'œuvre du président Sadat. Ensuite parce que si d'aventure il avait un pourcentage inférieur, on pourrait penser qu'il n'a pas toute la confiance du peuple. Or il en a particulièrement besoin en ce moment pour plusieurs raisons. D'abord pour soutenir l'Égypte et pour montrer que malgré toutes les bavures qu'il y a eu dans le pays, sans parler de l'attentat du président, eh bien le pays, le gouvernement l'a bien en main, il n'y a plus tellement de problèmes et ce pays peut continuer son chemin vers la paix. Et deuxièmement aussi pour prouver à l'extérieur que comme c'est une bonne stabilité qui est maintenant établie en Égypte, eh bien personne n'a à être inquiet. Ce sera évidemment une gageure à prouver parce qu'en fait, tout le monde sait que la situation est difficile, tout le monde sait que les Israéliens risquent d'avoir des exigences sur une nouvelle période de probation avant de restituer le Sinaï, et tout le monde sait aussi que les Arabes, qui sont de loin mécontents d'être fâchés avec l'Égypte, guettent un peu tout ce qu'ils pourront faire pour tenter de se rapprocher. Et M. Moubarak, au milieu de tous ces écueils, aura fort à faire pour garantir la stabilité de l'Égypte. Oui, je vous signale que le président soudanais a voté pour l'élection du nouveau président égyptien. Il possède en effet, c'est comme ça, la double nationalité. Le président numérique qui n'a pas pris de gants pour parler de son ennemi, le colonel Kadhafi, il a tout simplement lancé un appel à la liquidation physique du numéro 1 libyen, par tous les moyens, même s'il le faut noyer dans l'océan, a-t-il dit, ou le jeter d'un avion. Et puis, il souhaite pour ça une coopération avec l'Égypte. Par ailleurs, les États-Unis vont prochainement envoyer, coïncidence ou pas,
des conseillers militaires au Soudan. Les Nobel suite, aujourd'hui l'économie, c'est l'Américain James Tobin qui l'a reçu, ce fut l'un des conseillers économiques du président Kennedy. Les sports maintenant, avec tout d'abord ce profil que vous allez découvrir du 69e Tour de France cycliste. Il partira de Bâle le 2 juillet, il tournera dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Il fera, vous le voyez, la part belle à la Bretagne pendant 4 jours. La montagne ne sera abordée qu'au cours de la 12e étape. 3 arrivées seront jugées en altitude et le tour s'achèvera sur les Champs-Élysées le 25 juillet. Voilà, l'homme du jour, maintenant, c'est bien évidemment Yves Montand. Voilà déjà quelques soirs qu'il se rôde sur la scène de l'Olympia, mais la grande première, c'est pour tout à l'heure, la grande première devant le tout Paris, et de plus un anniversaire qui compte dans la vie d'un homme. 60 ans, sur place à l'Olympia, en principe en tout cas, la toujours jeune France Roche. France 13 ans après être parti de la scène, Yves Montand y remonte avec un one-man show. 29 chansons et poèmes dans lesquels il chante l'amour, la guerre, l'humour, le désir, la colère, la liberté. 29 chansons qu'il a montées lui-même, dont il a réglé lui-même les éclairages, et que tous les spectateurs, la plus belle salle de Paris, viennent applaudir avec une certaine sorte d'amour, car on a l'impression ici que personne ne vient voir tuer le dompteur. Au contraire, on vient chanter presque en chœur avec lui. Je l'ai rencontré tout à l'heure dans sa loge où il était tout à fait en forme. Et maintenant, avec le baron en pain, Alain Resnais qui ne sort jamais, Claude Rich, Michel Foucault, le philosophe, Guy Laroche, le couturier, Yves Duteil, le chanteur, beaucoup de metteurs en scène, beaucoup de chanteurs, nous allons voir chanter Yves Montand. C'est vous le chanteur, mais c'est moi qui devrais vous chanter Joyeux anniversaire. Quelle drôle d'idée de vous offrir comme cadeau le plus grand tract de votre vie pour le jour de votre anniversaire. Eh bien oui, c'est curieux, mais j'y pensais précisément ce matin. Et j'en parlais avec Catherine, ma belle-fille. C'est une chose qui a été faite accidentelle. C'est pas du tout. Les rentrées se font généralement au mois d'octobre, septembre, octobre. J'ai toujours fait des rentrées en octobre. Je dis bon, on va prendre octobre, c'est très bien. Et en août parce que j'étais pas libre. Et c'est tombé le 13. Et bien, je dis, bon, on va regarder le 13. Mais c'est vrai que ça fait vraiment double emploi et que c'est beaucoup pour un seul homme. Alors, comment on vous a fêté votre anniversaire ce matin? Très gentiment, comme on doit le faire. J'ai embrassé ma femme, puis j'ai eu Catherine, et puis j'ai des amis qui m'ont téléphoné, puis voilà, quoi. Vous avez reçu un cadeau? Oui, j'ai reçu un très joli cadeau de la direction de l'Olympia. Des boutons de manchette superbes. Et puis j'ai reçu des bandes dessinées de la part de Simone. Puis voilà, c'est pas... Tout ce qui se passe là, personnellement, me bouleverse et en même temps m'effraie. Parce que ça prend des proportions à laquelle je ne m'attendais absolument pas. Je pensais qu'on en parlerait, bien entendu, mais là, ça prend des proportions qui me dépassent personnellement et qui m'effraient vraiment. Parce que au départ, c'était simplement, bon, d'abord, je veux rien prouver. Sinon que j'existe, quoi, que je suis vivant, c'est pas autre chose, mais ça tout le monde prouve qu'il est vivant en faisant autre chose. Et puis l'autre, c'était vraiment de dire, bon, écoute, on va essayer de faire la fête. C'est chouette aussi de faire une communion avec les gens. Quand ça fonctionne, quand ça marche, c'est bien. Bon ou mauvais, mais que ça fonctionne, c'est formidable, ça n'a pas de prix. Et puis aussi par rapport au cinéma, c'est revenir à la base, ce qui est intéressant de revenir à la base. Sans jeu de mots, je veux dire, c'est très bien. Et puis mon petit-fils qui a 11 ans et 12 ans et avec les gosses à l'école qui me connaissent qu'à travers le cinéma. Et alors c'est Pépé qui va montrer à son petit-fils qui sait chanter? Voilà un peu, il y a ça, c'est pas uniquement ça, mais il y a un peu de ça. Et qu'est-ce qu'il a dit alors, ce petit-fils-là? Oh, c'est gênant de vous dire, il était très ému et très bouleversé. La façon dont il m'a embrassé, c'était beaucoup plus important que les paroles que l'on dit après. De toute façon, vous avez le temps. Maurice Chevalier a fait ses adieux à 80 ans. Je ne veux pas jouer la carte, ni de la nostalgie, ni du souvenir. Non, non, non. Il faut être très dur et très sévère avec soi-même. Et si tu ne peux pas, si tu ne peux plus, tu passes la main. C'est pas la fin du monde, hein. C'est comme ça. Et encore, je m'estime très heureux parce que j'ai de quoi vivre d'autres et laisser la place au monde aux jeunes qui arrivent, qui ont bien du talent. Si j'ai une chose à leur dire, je me permettrai de leur dire ceci, qu'ils ne s'inquiètent pas s'ils font un échec, s'ils se trompent. On ne fait pas ça en 1 an ou en 2 ans ou en 5 ans. Une vie de ce métier-là, tiens là, je deviens maintenant vieux patriarche. Bon.
Ça se fait pas sur 5 ans, ça se fait sur une longueur. Et on a besoin d'échecs, on a besoin de succès et des échecs. Et on croit que c'est fini, que c'est la fin du monde, etc. Ah ben, c'est pas vrai, ça me nourrit. Et puis si j'avais leur âge, je chanterais comme ils chantent eux maintenant. Moi, il se trouve que c'est cette lignée-là du musical qui reste pour moi toujours une chose formidable, de pouvoir essayer de danser, de faire des choses, le chapeau claque, je trouve que ça a une certaine allure, un certain cachet. Quelle est la dernière chose à laquelle vous pensez juste avant de plonger dans le grand trou noir? Je vous jure qu'à ce moment-là, je dis, pourvu que ça marche, que ça aille, et que surtout que tout fonctionne, que la mémoire fonctionne, que tout ça aille bien, et je fonce. Et je fonce, et c'est très curieux. C'est à la minute où je franchis la zone de lumière que je sens une sorte d'apaisement. La peur au ventre, mais une forme d'apaisement. C'est très curieux. Voilà, en tout cas, on ne peut pas dire que le vieux patriarche soit prêt de céder la main, de passer la main. On va, pour se récompenser, entendre une chanson d'Yves Montand tout à la fin de ce journal. Mais auparavant, la météo avec Alain Giraud-Pétré. J'espère qu'Yves Montand, demain matin, se recouvrira bien quand il sortira, car dans Paris, il fera froid. En effet, ce sont les premiers froids qui nous arrivent dessus, les premiers airs froids venus du pôle. La carte vous en dira plus. Voici... En effet, du Cotentin au nord des Alpes, au nord-est et au nord, temps froid, le matin frais, l'après-midi, on attend des gelées blanches le matin dans le nord-est. À part ça, ce sera un temps relativement ensoleillé avec encore des passages nuageux. Temps nettement plus doux de la Bretagne au sud-ouest et à la Méditerranée à cause ou grâce à une nouvelle zone nuageuse et quelques pluies. Le temps là sera humide mais doux. Les températures prévues pour demain, justement, les régions où il fera froid le matin, voyez, les régions de Lille, Paris, Strasbourg et Bourges, 2-4 degrés, et l'après-midi 10 à 13, ça n'est pas chaud. Les régions où il fera un petit peu plus doux à l'exception de Lyon le matin 4 degrés, les régions de Brest, Bordeaux, Lyon, Marseille, Bastia, l'après-midi très convenable entre 15 et 22 degrés. Enfin, notre éphéméride pour demain, mercredi 14 octobre. Le soleil se lèvera à 7h10 et se couchera à 18h02 à Paris. Ce sera la fête des justes, autant dire que ça fera du monde. Et je vous rappelle que ce soir, c'est la pleine lune. Voilà, et puis il faut savoir que le dernier journal sera donc ce soir vers 23h30 après le parrain, présenté par Jacques Merlino. Demain, en tête de midi, présenté par Philippe Labro, vous parlera du prix Nobel de la paix. Comme invité, nous aurons un ancien prix Nobel, Sean McBride, en duplex de Genève. Et puis, comme promis, pour se séparer, nous allons écouter une chanson d'Yves Montand qui va bien avec la météo. Je suis venu à pied. Bonsoir à tous, à demain 20h. Moi je suis venu à pied, et doucement, sans me presser, j'ai marché. À pied, à pied. J'étais sûr de vous trouver, je ne me suis donc pas pressé en marchant. À pied, à pied. Dans la rue il faisait bon, je me fredonnais une chanson avec le dessous de mes talons. J'aurais pu, ça me fatiguer, traverser Paris entier en marchant à pied, à pied. J'aime déambuler au hasard, je vais partout, je ne vais nulle part, mais simplement pour voir des rues, les belles boutiques sur les avenues, et les filles au sourire gracieux, avec des promesses plein les yeux, les crieurs de journaux du soir, les enfants qui jouent dans les squares. À ce que la vie peut être belle, il y a des filles en ribambelle tout autour de mes semelles. Je me sens si léger, léger, je voudrais toutes les enlacer, les aimer, les caresser. J'espère un jour rencontrer le vrai bonheur à la portée du bout de l'un de mes souliers. Je suis sûr de le trouver, quitte à faire le monde entier, en marchant à pied, en marchant
à pied, à pied.